Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Cette semaine, nous parlerons d'un ajout très apprécié à la Maison des Jeunes Marigot, la Musique Zone. Si vous êtes adepte de patin à roue lignée, vous ne voudrez pas manquer notre entrevue avec les gens du club VRL. Elle peut être saisonnière ou permanente. On parlera de dépression. Vous savez que le concert de Noël avec le groupe Tocadéo au profit de TV Laval et de la Fondation Saint-Hubert s'en vient à grands pas. Bien, justement, on va recevoir le PDG du groupe Saint-Hubert qui va nous parler de sa fondation, M. Jean-Pierre Léger. Plus de 400 élèves du Collège Laval s'entraînent en ce moment en vue de l'ultime entraînement policier de la GRC. On en parlera. Absolument. On va aussi également parler du calendrier des peintres de Laval, d'un nouvel ajout à la collection de romans très prisés des clowns vengeurs. Et notre critique cinéma nous dira ce qu'il a pensé du plus récent film de James Bond, Spectre. L'édition de la semaine du 15 novembre 2015 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Lui est directeur et l'autre y est intervenant pour nous parler du nouvel ajout qui a pour nom la Musique Zone à la Maison des Jeunes de Marigot. Nous recevons Francis Vermette et Dominique Bombardier. Merci et bienvenue à Laval et compagnie. Merci beaucoup. Merci. Parlons de la maison d'abord, puis ensuite on va parler de la zone musique, la Musique Zone. Oui. Elle existe depuis combien d'années, Francis, cette Maison des Jeunes? Depuis 1998. Et elle fait quoi dans le secteur? Elle sert à quoi? Elle sert à aider les jeunes de 12 à 17 ans qui ont besoin d'un endroit pour socialiser et créer un sentiment d'appartenance et parfois avoir besoin d'aide, être aidé par les intervenants. Quelle sorte de clientèle c'est, Dominique? On a plusieurs clientèles. On a des jeunes à problème, comme on a des jeunes de famille normale qui viennent juste pour s'amuser, jouer au pool puis fréquenter des nouveaux amis. C'est important d'avoir ces endroits-là, justement, pour... Est-ce que ça éloigne la délinquance, j'imagine, aussi, entre autres? Tout à fait, ça aide. On aide dans ce sens-là, oui. Et la clientèle, elle est composée de, j'imagine, toutes sortes d'ethnies maintenant, parce que Pont-Vieux, c'est très multiculturel, n'est-ce pas, Oui, Francis? tout à fait, oui. Les jeunes, on a de différents milieux et aussi de différentes ethnies. Et ils s'entendent très bien à l'intérieur de la Maison des Jeunes. C'est un beau groupe. Bon, parlons de la Musique Zone. Oui. C'est des jeunes qui vous ont suggéré ça, j'imagine? Oui, tout à fait. On a eu une demande des jeunes. Moi, je travaillais à Montréal avant dans une autre maison de jeunes où on avait fait un projet semblable. Puis là, ça faisait plusieurs mois que j'en parlais avec Francis. Les jeunes nous demandaient est-ce qu'on peut avoir un studio, ça serait le fun. Puis à Laval, il n'y en avait pas. Donc, c'est un petit bébé qu'on a chéri longtemps puis on est content de mettre au monde maintenant. Donc, c'est vraiment un studio, physiquement, pour nous le décrire, c'est un studio d'enregistrement, c'est ça, un peu? Oui, c'est ça. C'est un studio d'enregistrement qu'on a fait dans un ancien bureau. Et dans le fond, on a insonorisé la place avec un petit cubicule insonorisé et avec tout l'équipement possible là, pour enregistrer des musiques, des chansons. Bon, là, j'imagine ça fait quoi, à peu près un mois? Un mois et demi. Un mois et demi. Oui. C'est quoi l'impact auprès des jeunes qui justement, fréquentent la Maison des Jeunes de Marigot? Mais on a instauré ce studio-là dans mon bureau à moi. Fait que les jeunes, ils viennent dans notre bureau, on a tout aménagé ça avec des chandeliers, des divans en cuir. Les jeunes, ils disent, quand ils rentrent dans le studio, ils disent que ça change la Maison des Jeunes complètement, qu'ils passeraient la soirée à venir discuter dans le studio avec moi. Ça l'amène beaucoup d'échanges avec les jeunes. Sauf que vous, ça vous enlève votre bureau, non? Non, ça m'enlève rien. Ça vous enlève Ça m'enlève rien. Justement, je disais dans la documentation que cet endroit-là est destiné, entre autres, peut-être à éloigner les gangs de rue, parce que souvent, les gangs de rue recrutent les jeunes dans ce genre d'endroit-là. Est-ce que c'est ça, dans le fond? Oui, tout à fait. Bien, ce qu'on veut aussi, c'est que les jeunes appartiennent à un bon gang, qu'ils soient entourés d'un milieu significatif et sain, et que ça soit sécuritaire. Fait que c'est certain que comme studio d'enregistrement, c'est un endroit où les jeunes, dans le fond, vont venir adhérer à notre maison de jeunes et adhérer à la philosophie d'entraide aussi. Dominique, est-ce qu'il y a déjà des productions qui sont dignes d'être diffusées un peu partout? On a enregistré Francis à quelques reprises. On a commencé à enregistrer... Ça, c'est une blague ou c'est vrai? On a enregistré Francis, mais c'est pas prêt à être passé à la radio encore. Mais on a enregistré quelques jeunes. On est en train de faire une collaboration avec un artiste qui s'appelle D-Track, qui lui vient donner des cours de rap aux jeunes. Puis on est en train d'enregistrer une chanson avec ces cours-là, particulièrement les jeudis, on enregistre avec eux. Puis on est en train de monter ça tranquillement. Bon, je pose la question, j'imagine
j'imagine que la réponse est oui, mais est-ce que des gens plus professionnels pourraient vous aider en ce moment, peut-être en encadrant les jeunes? Oui, on est tout à fait ouvert à ça. Des gens, oui, effectivement, qui pourraient venir nous aider. Et puis, mais c'est vraiment de créer aussi un milieu sain pour les jeunes et qu'ils puissent avoir leur place ou faire des chansons et s'exprimer sur le plan, dans le fond, là, des arts aussi. Entre 12 et 17 ans. Oui. Deux clientèles bien différentes à desservir. Est-ce qu'on ne les dessert pas de la même façon, n'est-ce pas, Dominique? Non, c'est sûr. Mais ils sont quand même encadrés vers la même philosophie. Là, on veut en faire des adultes critiques et responsables. Fait qu'on travaille avec toutes les tranches d'âge de la même façon. C'est les interventions qui changent au niveau individuel. Quand on est assis avec un jeune, les problèmes vont changer entre 12 ans et 17 ans. C'est pas les mêmes problèmes. Est-ce qu'il y a beaucoup de problématiques dans Convio? Oui. Oui. Il y a beaucoup de problèmes. Qui sont, entre Il y a autres? des jeunes qui ont faim. Il y a des jeunes qui ne mangent pas. Il y a des jeunes qui vivent de l'intimidation. Il y a certains jeunes aussi qui ne vivent pas nécessairement des problématiques, mais il y en a d'autres qui vont en vivre plus, qui peuvent vivre des difficultés avec la famille, des difficultés avec les parents, avec les amis, à l'école aussi. Oui. Et déjà, l'adolescence, sans toutes ces problématiques-là, c'est un peu compliqué de passer à travers l'adolescence. Oui, c'est toute une adaptation. Oui. Est-ce que nous, de la population, on peut vous aider d'une certaine façon? La Maison des jeunes de Marigot? Oui, ils peuvent nous aider si jamais ils veulent faire un don pour nous aider. Par exemple, pour les soupers qu'on fait une fois par semaine pour aider les jeunes, c'est des soupers gratuits qu'on fait du lundi, à tous les lundis. Et dans le fond, on fait des repas avec une vingtaine de jeunes. Bon, bien, la Musique Zone, c'est à la Maison des jeunes de Marigot. Merci de vous occuper de nos jeunes, de nos futurs leaders de demain. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Francis, merci Dominique. Merci. Aujourd'hui, on parle de patin à roues alignées ou communément appelé rollerblades avec Mathieu. Mathieu, tu nous parles du club VRL de Laval. C'est quoi ce club-là? Oui, VRL de Laval, c'est le plus vieux club de rollerblade. OK. Ça a commencé en 1981. OK, ça fait quand même longtemps que ça existe. Ça marche? Oui, Je dis que ça marche. On travaille beaucoup sur la technique. On montre aux gens qu'on peut patiner en peloton, puis qu'on peut apprendre une technique dans le patin. Puis c'est vraiment comme un sport, tu sais, un sport de compétition, je peux appeler ça comme ça. C'est vraiment comme de ce que j'ai lu, c'est vraiment comme un circuit, comme le patin à glace avec les longues lames, mais avec le patin à roues alignées. Oui, bien, c'est pour tous les niveaux. On a tous les groupes d'âge aussi. Ça peut aller de 7 à 77 ans. J'ai OK. un doyen qui Voyons est donc. de 72 ans qui roule avec moi, qui s'appelle Guy Chalifou. Il est très bon. T'es en forme? Puis aussi, il y a les jeunes qui commencent à apprendre le patin beaucoup. Est-ce que c'est par groupe? Mettons, vous avez 10 jeunes, vous formez un groupe. Oui, c'est ça. Il On n'y y a va pas de cours privé, il y a pas de... c'est vraiment par groupe. par niveau et par OK. groupe. Il y a des jeunes qui peuvent être dans l'élite. Il y a des plus vieux qui sont aussi dans l'élite. Ça tout dépendamment. On a des instructeurs pour les récréatifs aussi. Puis quand on s'inscrit, parce que j'imagine qu'il faut s'inscrire pour participer à ce club-là, en fait, est-ce que c'est vous qui classez les gens selon niveau débutant, niveau... Oui, mais c'est par rapport aussi au début, on fait un petit peu des tests d'aptitude pour Ouais, voir c'est si ça. tout est bien. Puis OK. on prend où ce que vous êtes rendu, puis on vous essaye de vous amener à vous améliorer. Puis est-ce que, parce que là, c'est l'hiver comme l'été, l'hiver, vous faites certainement pas ça à l'extérieur, j'imagine? Non, on loue 2 salles, qui est le Taz à Montréal et le Centre Expo à Laval. OK. C'est une grande surface à l'intérieur qu'on peut patiner, pratiquer nos croisés, notre équilibre, être en peloton, les dépassements. OK. C'est- Puis l'été, vous faites ça au même endroit? L'été, c'est au Centre de la nature à Laval. ou- OK. On a une grande piste qu'on peut pratiquer encore là, notre technique, mais Ouais. c'est vraiment plus sur le cardio l'été pour faire des marathons ou OK. des trucs comme ça. Là. Puis c'est à combien de jours par semaine, par exemple, qu'il faut qu'on se rende, justement, c'est comme un peu comme des cours, j'imagine? C'est à combien de fois par semaine qu'il faut se rendre? 2 fois par semaine, OK. c'est ce que nous, on propose. Puis combien de... C'est pas 1 heure? C'est 2 2 heures, 2 heures. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Ouais. OK, bien, c'est pas... je veux dire, Ben, c'est un bon moyen de se mettre en forme aussi, c'est ça. tu sais, on va le mettre ça comme ça. Puis là, je vois que vous m'avez apporté des beaux patins à roues alignées. Puis là, moi, j'ai comme un petit questionnement, parce que là, j'ai regardé tantôt, je me dis, il n'y a pas de frein. Hein, on s'entend, là, des débutantes comme moi qui voudraient, par exemple, s'inscrire, il n'y a juste pas de frein. On fait quoi pour freiner dans des moments comme ça? Ben,
pour commencer, il y a 2 sortes de patins. Ça, c'est les patins plus haute performance. OK. Nous, on n'a pas de frein, mais dans notre club, c'est tous les niveaux. Fait qu'il y a aussi ceux avec des freins. On montre à freiner aux gens avec un frein à l'arrière. OK. Pour freiner, moi, en état d'urgence, je mets mon pied à l'arrière, OK. mais où on ralentit en faisant un V vers l'avant. Un Mais V on a vers l'avant. ouais, OK. un V comme ça en mettant notre poudre Ouais. des 2 côtés. Ça devrait freiner. Oui, ça ralentit. Ça ralentit, Ouais, ça ne c'est ça. freine pas, ça Non. ralentit. Il faut que tu fasses comme ton tour de piste, juste comme pour te ralentir puis attendre que... C'est ça. À l'intérieur, il n'y a pas vraiment de circonstances à freiner. Là. OK. C'est pas... tu devrais pas avoir à freiner, C'est ça. si je comprends ça. Puis est-ce qu'il y a différents types de... Tu sais, parce que pour faire partie de ce club-là, j'imagine qu'il faut certaines sortes de patins. J'imagine que c'est pas juste le patin habituel que moi, je pourrais aller m'acheter. Oui. OK, ça pourrait être ça. Tous les patins, même les roues, Ça va être la même technique. même avec 4 roues, c'est la même technique. OK. C'est bien drôle, juste OK. C'est juste de savoir la technique. ouais, en fait. de Je pense que l'apprendre, c'est ça, puis ouais. de faire les exercices. Puis, Puis faut-tu un certain uniforme? c'est entre le vélo et le jogging. OK. C'est cardio, mais c'est moins dur sur le corps. Est-ce que vous avez comme des protèges? Je sais pas, moi, je Ben, suis pourrie là, tu en pourrais. rollerblade, fait qu'il faudrait Tu- que j'aie des protèges. Moi, personnellement, j'en mets pas. Mais OK. il y a plusieurs qui mettent des genoux, des coudes, des protèges poignets. C'est sûr qu'il nous faut un casque. Tout le monde a un casque. OK. Bon, au moins. Ouais. Puis, pour toutes ces informations-là, parce que bon, j'imagine que là, vous cherchez du monde, tout ça, est-ce qu'on peut s'inscrire? C'est sur votre page Internet? Si oui, c'est quoi le Oui, nom de on la peut page aller Internet? voir le site vrl.com. OK, vrl.com. Ou sinon, on peut venir faire une activité avec nous, comme on peut aller au centre de la nature l'été, OK. aller voir. On peut aller faire un entraînement gratuit. OK. Ou l'hiver, c'est au centre Expo et au TAS à Montréal. On peut aller voir, puis c'est gratuit pour la première fois. Bon, ben pour tous ceux qui veulent les autres informations, vous pouvez aller sur leur site Internet. Puis sinon, ben merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un très grand plaisir de vous recevoir dans nos studios. Ouais, ça fait plaisir. Merci. Dernièrement avait lieu le lancement du calendrier des peintres de Laval qui met en valeur les œuvres d'artistes québécois. Et j'ai le plaisir d'accueillir M. Jean-Jacques Lapierre, le très charmant et extraordinaire Écoutez, quand Jean-Jacques même, Lapierre. un peu de réserve quand même aujourd'hui pour pas abuser de ma timidité. Pas de fausse modestie, M. Lapierre. En fait, vous êtes le directeur artistique du Oui. calendrier. D'accord. C'est ça, et vous êtes aussi le porte-parole. Le calendrier, c'est une œuvre magnifique, écoutez, qui a été initiée il y a 25 ans par Mme Yolande Lapalisse-Dano. Alors, c'est une belle initiative. C'était à l'occasion du 250e anniversaire de la paroisse de Sainte-Rose. Alors, ils ont fait un calendrier. Et depuis ce temps-là, on a continué cette magnifique activité qui met en relief les œuvres d'artistes lavallois. C'est formidable, des bons artistes, alors ça peut les aider à se mettre en valeur. Alors, c'est toujours intéressant de voir ça. Tout à fait, parce qu'une carrière artistique, et surtout dans la peinture, c'est pas toujours évident. Donc, j'imagine que ça l'aide un petit peu pour leur visibilité. Oui, pour la promotion. Et puis, ça aide beaucoup. Écoutez, il y a des gens qui ont commencé. Je regarde Gérald Trudel, par exemple, dans les premiers calendriers. Ça lui a aidé à se faire connaître. Ça. Vous avez des gens aussi qu'on peut honorer, ça permet aux gens de les connaître, comme Monsieur Umberto Bruni. 101 ans, Monsieur Umberto Bruni. 101 ans dans quelques jours. Qui est au mois de septembre. Au mois de septembre. Mon mois de Ah, naissance oui. que j'ai vérifié avant l'entrevue. 101 ans. Écoutez, alors, lors d'une grande réception qu'on a fait dernièrement, alors, on a eu l'occasion de présenter le calendrier dont il y avait beaucoup des gens qui assistaient à ça. Les ministres, les députés de Laval, par exemple, étaient présents. Puis on honorait aussi les bâtisseurs de Laval, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors, lors d'une manifestation aussi grande, alors ça nous donne la chance toujours de faire ça. Alors, le calendrier de peintre de Laval, c'est la Fondation Art et Culture Laval qui produit ce calendrier-là. C'est M. Guissier, qui est le président, qui fait ce travail-là. Et au point de vue infographie, c'est Mme Eva Cossis.
Et tout ça est fait avec des subventions? Non, aucune subvention. Aucune subvention. Aucune subvention. On reçoit des petites commandites. La Ville de Laval n'a pas voulu s'impliquer cette année encore. N'a pas voulu s'impliquer dans le calendrier. C'est dommage, mais c'est fait comme ça. Alors, on a le support de plusieurs commanditaires. Ça nous permet de le réaliser parce qu'on y tient quand même. Sur le plan culturel, c'est important d'avoir le calendrier des peintres de Laval. Et pour moi, c'était doublement important parce que après 25 ans d'implication, cette année, je vais laisser la place à d'autres pour continuer ce travail. Vous êtes là depuis le début, M. Lapierre? Depuis le début. Sauf le premier calendrier, le tout premier avec Mme Yolande Labalisse-Dano. J'étais pas là, mais les autres, j'étais toujours présent, alors toujours impliqué. Il y a aussi d'autres personnes qui ont été impliquées avec moi. Mme Nadeau, par exemple, qui a été impliquée. Alors, on a eu des... Ça a toujours fait fureur, vous savez, c'était couru. Les artistes couraient pour avoir le calendrier et les gens voulaient se procurer le calendrier également. Et les artistes veulent être dans le calendrier. Ben oui. C'est qu'on implique les artistes de Laval et aussi les artistes de l'extérieur qui font partie d'organismes lavallois. Alors, c'est intéressant pour eux autres. Et écoutez, c'est une œuvre d'art importante. Écoutez, les gens qui se procurent notre calendrier, regardez ici, Mme Lise Paradis, c'est quand même des belles choses qu'elle produit. Mais on voit qu'il y a beaucoup de talent à Laval. Il y a du talent, oui. du talent. Écoutez, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a autant de talent. Écoutez, on a 12 personnes. Alors... Je ne m'attendais pas à ça, le feuilletant. Et puis en plus, tous les styles. Il y a l'aquarelle, l'huile, il y a c'est ça, de l'huile, l'aquarelle, de tout, absolument. C'est ça. Tout. Cette année, j'avais pas de pièces modernes, mais j'avais des gens, par exemple, aussi, regardez, vous savez, qui étaient influencés par Marc-Aurèle Fortin. Alors, lui, Roger Ricard. Ça fait 50 ans qu'il peint. Pour lui, c'était important, son 50e anniversaire comme professionnel, et puis il produit ce calendrier-là. Alors, vous comprenez que pour lui, quelle fierté de produire ça. Tout à fait. Et Monsieur Lapierre, en finissant, comment on fait pour se procurer rapidement? Oui, on peut, moyennant un prix de 10 vous pouvez communiquer au 450-937-5681. Est-ce que j'ai bien dit 450-937-5681? Exact! Ben bravo! Si vous voulez encourager l'art d'ici, ben n'hésitez pas. Merci beaucoup, M. Lapierre. Avec grand plaisir. Merci. Bonjour, bienvenue à cette chronique psycho avec Lynne Dufresne, psychothérapeute. Aujourd'hui, on va parler de dépression. C'est quoi la dépression? C'est pas compliqué. C'est quand on vit plus que 2 mois, un symptôme, plusieurs symptômes, mais un sentiment d'être inutile et d'être sans espoir. Les symptômes, c'est des sentiments de désespoir, sentiments d'indifférence par rapport à la vie et aux proches, des sentiments constants de fatigue, de manque d'énergie, pleurer sans raison apparente, incapacité de se concentrer ou prendre des décisions, souvent avoir des pensées suicidaires, des pertes d'appétit, des modifications dans le rythme du sommeil et avoir des maux de tête et des troubles digestifs. Aujourd'hui, on reçoit Sylvie Picard qui va nous parler un peu des idées suicidaires puis des ressources disponibles à Laval. Je crois que c'est important, surtout quand on fait une dépression. Et souvent, les gens ne connaissent pas les ressources disponibles à Laval. Donc, Sylvie, je vais te demander de te présenter. Bien, merci, Mme Dufresne, de m'avoir invitée aujourd'hui. Effectivement, Sylvie Picard, directrice de l'ILO et du Centre de prévention du suicide de Laval. De l'ILO, qui est un service de crise. Il n'y a pas beaucoup de Lavallois qui sont au courant qu'il existe un centre de crise très efficace à Laval pour des gens qui sont suicidaires, mais aussi pour des gens qui vivent d'autres problématiques, parce que le service de crise comme tel travaille en collaboration avec toutes les instances de Laval qui nous réfèrent une clientèle plus en difficulté. Et les instances de Laval sont lesquelles? Il y a maintenant le CIS de Laval. Avant, c'était les CLSC, les C3S, les centres jeunesse et tout ça. Là, ça s'est tout regroupé en un CIS de Laval. OK. Mais il y a aussi les organismes communautaires, la police, les commissions scolaires, les collèges, Collège Montmorency, entre autres. Donc, il y a tous ces intervenants-là qui travaillent auprès de la population et qui peuvent référer au service de crise LILO. OK. Advenant le cas
Un citoyen de Laval a des idées suicidaires. Comment il doit aller chercher les ressources disponibles? C'est une bonne question. Effectivement, à Laval, il y a aussi le service Prévention Suicide Laval. On a 24 heures, 7 jours par semaine, 365 jours par année, des intervenants spécialisés en prévention du suicide qui peuvent vous répondre en tout temps pour des questions de suicide. Si vous êtes vous-même, si vous avez des idéations suicidaires ou si vous connaissez quelqu'un, un proche, un ami, un collègue, un étudiant, si vous êtes professeur, vous avez des préoccupations par rapport au suicide. Donc, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tous les citoyens de Laval, de 0 à... Exact. Sans De heures 0 à plus, Oui. c'est-à-dire pour tous les Lavallois. OK. Il existe une ligne qui est provinciale, je vais vous la donner tout à l'heure, une ligne qui est provinciale, OK. qui, peu importe où vous vous situez, si vous composez ce numéro-là, il va y avoir des intervenants qui vont vous répondre instantanément, sur le champ, dans votre région. Ça veut dire que si vous composez ce numéro-là, même si ça semble être un numéro qui est au Québec, mais on ne sait pas où, non. C'est quoi le numéro? C'est le 1-866-APPEL, A-P-P-E-L-L-E. OK, 2P2L. 2P2L. OK. Si on veut le savoir en chiffres, mais si on dit appel, c'est vraiment des chiffres là, quand on regarde le téléphone. Donc, c'est le 1-866-277-3553. Alors, partout au Québec, si vous signalez ce numéro, vous allez avoir des intervenants de votre localité qui vont vous donner des services d'intervention téléphonique spécialisés en prévention du suicide. Si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin pour vous un traitement ou de l'information pour vous. Et si vous êtes en besoin d'autres services, ce service-là va vous mettre en lien directement soit avec un service de crise, à Laval, ça va être l'ILO, soit avec les hôpitaux, soit avec des services du réseau de la santé des services sociaux, ou soit avec des services complémentaires au niveau des organismes communautaires. Bien, un grand merci, Sylvie, d'être venue nous rencontrer aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Merci, Sylvie. Merci à toi. Merci. Si l'on se retrouve dans le foyer de la Maison des Arts de Laval, c'est que dans pas très longtemps, c'est-à-dire le 15 décembre prochain à 19h30, on sera ici à côté, à la salle André Mathieu, pour le spectacle bénéfice de Noël donné par le groupe le Quatuor Tocadéo au profit de TV Laval, votre télévision, et également la Fondation Saint-Hubert. Justement, notre prochain invité est chef de direction et président du conseil d'administration du groupe Saint-Hubert. Vous le connaissez bien, M. Jean-Pierre Léger. Monsieur Léger, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Parlons de la Fondation. Oui. Saint-Hubert existe depuis 1951. La Fondation existe depuis quand? 2012. Donc, c'est tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette fondation-là après autant d'années? Oui, ça faisait longtemps qu'on avait un comité des dons chez Saint-Hubert, tu sais. Et puis également, nos partenaires franchisés, d'une façon à la leur, là, avaient aussi, je dirais, un genre de comité des dons. Puis il y avait différentes choses qui se faisaient dans les différentes localités. Oui, impliqués dans la communauté, donc c'est ça, oui. C'est ça, impliqués dans la communauté. Donc, on a décidé, ni plus ni moins, d'avoir notre fondation pour que ce soit aussi plus structuré. Tu sais? Alors, donc, maintenant, quand on contribue, que ce soit pour le Centre de cancérologie Charles Bruno, Centraide, tous les Centraides du Québec, bien, c'est fait sous le parapluie de la Fondation Saint-Hubert. Donc, ça s'est imposé, cette fondation-là, d'une certaine façon, oui, pour faire face à la demande. Oui, exactement. Comment avez-vous précisé? Surtout pour, tu sais, bien que chaque geste qu'on pose, on en posait tellement avant, et au moins, on a une entité, puis c'est la Fondation Saint-Hubert. Bon, justement, comment avez-vous précisé votre mission avec cette fondation-là? Bien, Saint-Hubert, depuis sa fondation, c'est un restaurant familial. Donc, notre fondation, c'est quoi? C'est pour contribuer à la santé et au mieux-être des familles et surtout des enfants. Parce que
même après quasiment, là maintenant, on est dans notre 65e année, donc après quasiment 65 ans d'existence, Saint-Hubert, à la base, est encore un restaurant familial. C'est vrai. Donc, on a des familles, ça veut dire papa, maman, les enfants et tout. Alors, c'était important pour nous. Plus toute autre cause, mais qui touche les familles et les enfants. Donc, c'est les paramètres que la Fondation Saint-Hubert s'est donnée. Est-ce que vous voulez être simplement une épaule à la roue ou vraiment avoir un impact sur la santé et le bien-être des familles québécoises? C'est sûr, un impact. Saint-Hubert est quand même pas une multinationale, là, mais disons, pour l'importance qu'on a à travers le Québec, oui, on veut que nos gestes, comment je peux dire, là, que nos gestes puissent vraiment faire la différence. Oui, oui. Est-ce que vous tablez justement sur l'affection des restaurants Saint-Hubert pour avoir une masse critique de gens qui vont justement donner à votre fondation? Bien, certains, quand on pose la question ici au Québec et quand on demande aux Québécois, quand on parle de marque de commerce ou d'entreprises qui sont les plus fières, Saint-Hubert est toujours dans les 10 premiers rangs. Tu sais. Donc, une marque de commerce vraiment très forte. Il ne faut pas oublier aussi qu'en quelque part, avec nos produits, on touche des clients tous les jours, toutes les semaines. Parce qu'ici au Québec, on sert environ 550 000 clients toutes les semaines. Salle à manger, livraison, service à l'auto, comptoir, différents services qu'on a. Donc, forcément, ici au Québec, on touche les clients. Donc, certains qu'on fait participer nos clients à des collectes de fonds. On a toujours... un petit 2, hein? Il y a le billet, oui, c'est ça, pour rendre heureux, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est ça, exactement. Et puis c'est certain, la Fondation, elle est encore jeune. Puis, on essaie des choses, puis on a beaucoup de succès. Je fais juste penser, on a fait, pour une soirée, il y a quelques mois, le bal en blanc. Mon Dieu, ça nous a ramassé, là, pour la première fois, c'est juste une soirée, on a eu quasiment 100 000 tout près de 100 000. C'est énorme, là. C'est bien. Donc, la Fondation Saint-Hubert va falloir qu'elle continue à se trouver, comment je peux dire ça, différentes formes de financement pour remettre. Oui. Parce qu'on ne le fait pas pour accumuler de l'argent, c'est pour... remettre à la collectivité. Remettre à la collectivité. Est-ce qu'on prend une partie des profits du groupe Saint-Hubert pour envoyer ça dans la Fondation aussi? Tout à fait, oui. Donc, vous allouez une certaine somme à chaque année à cette Fondation? Oui, 1 de nos profits avant impôts qui sont alloués à la Fondation Saint-Hubert. Avez-vous votre mot à dire dans cette fondation-là, d'une certaine façon? Bien, oui, mais là, je suis le président du conseil, puis et à titre de président du conseil, mais c'est pas juste moi là, qui doit... Alors, vous pouvez quand même donner votre opinion. Bien exactement. Sûr. Donc, le franchiseur est présent, et ensuite, plusieurs franchisés sont nommés au conseil de la Fondation Saint-Hubert. Et chaque franchisé qui ramasse dans ses rôtisseries des sommes d'argent, il y a 40 % qui lui est retourné pour contribuer localement. 60 % reste à la Fondation pour ce qu'on appelle des causes nationales. Une cause nationale, c'est Centraide. C'est ça. Ou le Centre de cancérologie Charles Bruno, parce que le centre est, pour tous les enfants gravement atteints, on vient à Montréal. Mais ça doit avoir un impact positif sur le groupe Saint-Hubert en tant que tel que d'avoir une fondation comme celle-là? Sûrement, parce qu'on fait beaucoup d'activités caritatives. Donc, au moins, c'est la fondation, je compare ça à un parapluie. Là. Au moins, c'est bien structuré. Ça me fait penser un peu à Centraide du Grand Montréal, qui donne à quelques
300 organismes. c'est ça. Hein? Je veux dire, c'est comme... On va séparer la somme de ce spectacle bénéfice de Noël du groupe Tocadéo entre la télévision de Laval, donc TV Laval, et le groupe Saint-Hubert. Est-ce qu'elle a une certaine importance pour vous, la télévision locale? Oui, c'est sûr, c'est très important. Et pour nous, c'est une façon de faire connaître la Fondation Saint-Hubert. Oui. Et d'être dans la localité, un peu comme vous l'êtes avec vos restaurants, hein, d'avoir un impact dans la communauté. Puis le siège social de Saint-Hubert est à Laval depuis très longtemps. C'est vrai. Depuis les années 60. Ouais. Bon, mais je vais donner tous les détails pour ce spectacle-là. On va essayer d'avoir un maximum de gens, bien sûr, pour amasser un maximum d'argent. Beaucoup d'argent. C'est ça, exactement. Et comment c'est séparé, là? 50-50. Ah, 50-50, OK. 50, c'est correct, c'est tout à fait équitable. Ah, je pensais que c'était 2 tiers, puis Saint-Hubert. Mais si on fait ça 50-50, c'est bon, ben, allez, pour vous, c'est Léger? très bon. OK, alors billetterie à la salle André-Mathieu, 475 rue de l'Avenir à Laval, du lundi au vendredi. C'est de 9h à 20h qu'on peut acheter ses billets, sinon le samedi de midi à 20h, 667-2040 dans le 450. Sinon, salleandrémathieu.com. Les billets sont en vente à 65 $ en avant, tout en avant, et 45 $ pour le parterre. Et sincèrement, vous allez avoir un beau spectacle de Noël. Je ne sais pas si vous allez y être, mais en tout cas, quelle date, c'est encore? le 15 décembre, 19h30. 15 Mettez ça à décembre, l'agenda, je devrais être là, monsieur Léger. oui, je On va devrais vérifier être ça, on va faire ça 50-50. Oui, c'est un mardi. Oui. Ouais. Hein? Merci beaucoup. Je devrais être là. Merci. Merci, monsieur Léger. Merci de la Fondation. OK. Avec nous en studio, les deux auteurs du 11e tome de la série Les Clowns Vengeurs, l'Allégeance. J'ai Nadine Berthelet et Isabelle Lauzon. Bienvenue, mesdames. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Écoutez, vous avez coécrit ensemble, en fait, le roman. Racontez-moi comment ça s'est passé. Au fond, ce qui est arrivé, c'est que Nadine et moi, à la base, on avait écrit pour l'ancienne collection qui était du 25 000 mots, qui était un plus petit format. OK. Et l'éditeur a décidé de grossir le format, d'y aller avec quelque chose à 50 000 mots, de doubler. Alors là, on s'est retrouvés. Moi, je voulais pas étirer la sauce. C'était déjà très bien comme ça. Et j'ai demandé à l'éditeur, Guy, s'il y avait une solution. Est-ce qu'on pourrait se mettre à deux et tout? Puis il a dit, justement, je connais une fille. Vous seriez tellement bien ensemble. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on avait plein d'amis en commun. OK. OK, mais on se connaissait pas encore. Ah, vous ne connaissez pas du tout? Pas du tout, pas OK. du tout. Et là, il a dit, cette fille-là, justement, mais vos personnalités, puis vos concepts, ça se rejoint. Alors là, il a joué les entremetteurs et ça a formé un couple d'auteurs. Et ce qui est très, très drôle, je pense qu'on peut dire qu'il y avait de la synchronicité dans nos trucs. Voilà. OK. Alors, son personnage, on changeait son nom et il devenait le passé du mien. Voilà. Ah, ouais. Carrément. C'est donc bien le fun, ça. Puis on a tissé des liens par la suite, mais on peut dire que c'est maintenant notre bébé à nous deux. Oui. C'est votre bébé Vraiment. à vous deux, hein, c'est ça? Oui, c'est pas séparé. Et je regarde le livre. Ça s'adresse à quel style de personne, de lecteur, en fait? En fait, c'est pour 14 ans et plus, mais les adultes aussi. OK, Oui. parfait. Et ça, pour être un amateur de science-fiction? Science-fiction noire, on va dire. OK. Être capable de tolérer un certain niveau de violence et aimer le côté noir de l'âme humaine. Dark, c'est ça? Un petit peu dark. OK. Puis on suit les gens là-dedans dans un univers où c'est un petit peu glauque et les gens essaient de s'en sortir un petit peu à leur façon. Il n'y a personne de vraiment très gentil dans ce monde-là. Non, c'est tous des méchants. Ben, c'est pas tous des méchants. Pour chacun, ils sont gentils. Puis, dans le fond, comment qu'on fonctionne? Vous êtes deux auteurs, vous connaissez pas, et pour arriver à, je veux dire, à avoir un 50 000 mots qu'on disait tantôt, comment ça fonctionne? Comment vous avez écrit chacun de votre côté? Vous avez fait des brainstorming ensemble? Comme Isabelle disait, au départ, on a chacune écrit notre 25 000 mots. Ensuite, on a été mis en contact par Guy Bergeron. Et de là, ça s'est principalement fait par courriel. Moi, Vive j'étais... Internet aujourd'hui. Oui, Oui, parce c'est ça. qu'on n'a pas pu vraiment se rencontrer vu que j'étais 6 mois en Angleterre. Alors, c'est par... voilà. OK, c'est comme Par ça courriel. fonctionne. Puis dans le fond, on commentait chacune les trucs de l'autre. Alors, dans le respect, je pense que c'est la base. Hein. C'est vraiment ce qu'on a appris à travailler ensemble, c'est le respect, toujours respecter l'autre. Alors, des suggestions, elle me suggérait, puis on tissait des liens. Puis là, j'avais une idée, j'essayais une chose, elle dit « Ah, wow, j'aime ça ». Fait qu'on a fonctionné comme ça pendant plusieurs semaines. Ça a été un gros, plusieurs mois, on peut dire. Oui, de travail. Puis ensuite, avec l'éditeur, alors on faisait un trio. On se renvoyait nos commentaires, puis là, suggestions, puis là, on retournait dans l'univers. Ça a été un gros travail qui
s'est échelonné sur plusieurs mois. Et est-ce qu'il y a une partie à toi qui est en premier, ou c'est toi, ou c'est mélangé un peu? La première partie, c'est Nadine. C'est la mienne qui s'appelle Le sang noir. Oui, OK. puis la mienne, c'est La voix d'Audi, qui est la deuxième partie, mais il y a tellement de liens ici entre les deux qu'on a du mal à dire que c'est une ou l'autre. Fait que finalement, sans vous connaître ou sans, au début, il y a eu une chimie vraiment côté écriture, c'est ça? Même dans l'écriture, je parlais à l'éditeur ce week-end parce que j'arrive du salon de Rimouski et il me disait, je suis incapable de dire quelle est ta partie et quelle est celle de Nadine. Ah oui? Parce que votre écriture, il y a quelque chose qui se ressemble. On l'a vu dans la révision, il y avait quelques petites différences, mais sinon, on se ressemble vraiment dans nos façons de penser, malgré qu'on est très différentes, comme vous pouvez voir. Ben oui, c'est ça. Mais au niveau de l'écriture, on est deux filles qui ont l'air très gentilles, mais qui sont capables d'aller assez loin. Ben oui, c'est ça, le petit côté obscur, c'est ça, côté c'est sombre, bien. oui. Les filles, en terminant, vous allez sortir l'album le 15 novembre prochain. C'est à quel endroit vous allez sortir? Le lancement officiel? Le lancement, ça se fait à Blainville, la nouvelle bibliothèque de Blainville. OK. OK. Puis, dans le fond, le livre est déjà en librairie depuis le 4 novembre. Il est disponible. Ah, OK. Oui. Donc, on peut se procréer un peu partout. Tout à fait. Et on va être au Salon du livre de Montréal. Juste regarder le programme, on va être là à peu près tous les jours, ensemble. Ou séparément. Ben Nadine, Isabelle, un gros merci d'avoir passé à Laval et compagnie. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye. Depuis le début octobre, 200 des 400 élèves du niveau secondaire 4 du Collège Laval s'entraînent en vue de l'ultime entraînement policier de la GRC au profit de la Fondation des Étoiles. Pour nous en parler, nous recevons le directeur du secondaire 4 de ce collège et deux des participants, c'est-à-dire Pierre Charette, Yann et Camille. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. 200 des 400, c'est quand même beaucoup, c'est une grosse participation. Une grosse participation. En fait, l'année passée, nous en avions 89. Cette année, ça a augmenté à 200. Donc, 200 jeunes qui sont prêts à s'impliquer pour amasser des fonds pour la Fondation des Étoiles, tout en travaillant au niveau de leurs conditions physiques et en développant leurs conditions physiques dans un entraînement qui va durer 8 semaines. Parce que c'est bon pour l'estime de soi, j'imagine déjà ça. Mais académiquement, est-ce que c'est difficile à combiner les deux? Peut-être que Yann, tu peux m'en parler. Personnellement, pas vraiment, parce que les entraînements qu'on fait à l'école sont durant le dîner et après l'école, un petit peu. Mais durant les dîners, on travaille pas vraiment académiquement, fait que c'est correct. Donc, ça s'insère bien. Ça a l'air de quoi, cet entraînement-là, Camille? Bien, dans le fond, ça dure à peu près une demi-heure, une heure, puis c'est vraiment intense. Là. Comme on sent vraiment là, qu'on se donne dans ces entraînements-là. Et souvent, c'est les profs d'éduc qui s'occupent de ça. Puis on fait beaucoup d'affaires qui ressemblent beaucoup à ce que les policiers font. Ah oui, c'est ça. Des push-ups, des affaires comme ça. Là. Donc, c'est très cardio, là. Oui, beaucoup. Bon, justement, c'est la 3e édition. Ça augmente d'année en année. Qu'est-ce que ça amène à votre collège, à part le fait d'amasser de l'argent pour cette belle fondation-là? En fait, ça nous permet de travailler avec des jeunes au niveau de l'entraînement physique, de parler d'entraînement physique, de parler d'organisation au niveau de l'entraînement et également de les sensibiliser à la cause de la recherche pédiatrique qui est la cause de la Fondation des Étoiles. Bon, vous aviez un objectif de 8 000 $. Il est dépassé au moment, si je regarde, là, exactement, sur le thermomètre de la Fondation. Oui. Donc, ça regarde assez bien. Et vous, en tant qu'école, cet entraînement policier-là de la GRC, est-ce que ça incite des jeunes à dire, écoutons, peut-être que ça m'intéresserait d'aller dans la GRC? Probablement qu'il y a des jeunes qui, par le contact qu'ils vont avoir avec les agents de la GRC, par le contact qu'ils vont avoir avec différentes escouades spéciales qui vont venir nous visiter également, les jeunes vont s'intéresser certainement à la GRC et à ses fonctions et peut-être éventuellement pouvoir appliquer pour la GRC. Étiez-vous en forme avant de commencer cet entraînement-là? Moi, oui, mais le défi m'a quand même permis d'améliorer toujours parce que, selon moi, il n'y avait jamais de limite. Alors, ouais. Mais moi aussi, j'ai entendu beaucoup de personnes me dire qu'eux, ils n'étaient pas nécessairement en forme. Puis ça a été une bonne occasion pour eux de décider de se mettre en forme. Je vais faire le défi, puis là, ça va les aider à se mettre en forme. Il y a aussi les parents, bien sûr, qui épaulent ces jeunes-là là-dedans. Alors, c'est une grosse journée, cette journée-là, du 3 décembre. Résumez-moi un peu comment ça va se passer pour eux autres. Bon, alors, pour eux, on va se rendre au gymnase Adrénaline à Montréal, qui est un gymnase qui entraîne plusieurs athlètes professionnels. Et on va avoir à réaliser un parcours de 19 stations qui sont des stations qui sont de l'ordre du physique, de la puissance, de la force, de la vitesse, au niveau cardio également. Donc, c'est 19 stations qui durent à peu près 45 secondes chacune, avec 30 secondes de repos entre chacune des stations.
Et par la suite, il y aura un défi d'équipe qui sera relevé par chacune des classes qui se regrouperont là, pour faire un défi d'équipe. Est-ce que ça fait un gagnant éventuellement, ce défi-là? En fait, le défi comme tel, le premier défi, la première portion du défi ne fait pas de gagnant comme tel. La deuxième portion, par équipe, on fera une petite compétition pour pouvoir trouver un gagnant à ce moment-là. Sentez-vous déjà qu'il y a un peu de rivalité entre certaines classes et d'autres? Pour ma part, pas vraiment, non. Et vous, Camille? Bien, déjà, avec les dons qu'on ramasse là, pour la Fondation des Étoiles, il y a déjà une rivalité parce que pour ramasser l'argent, on fait de la nourriture puis on la vend dans l'école. Puis les classes, tu sais, ça fait des brownies, ça fait des petits... Puis là, ça se vend, puis là, il y a une petite rivalité. Bon, parlez-moi du Collège Laval. Il existe depuis des lunes et des lunes. Des lunes, oui. 1838, me dit-on? Oui, 1838, en fait, au niveau des classes Saint-Viateur. 1888, au niveau des frères maristes. Donc, c'est 127 ans d'histoire. Oui, exactement. En quoi ce collège-là est marquant, à part le fait qu'il dure depuis si longtemps? En fait, je pense que dans la communauté lavalloise, c'est un collège qui est très, très présent, en fait, depuis 1888. C'est un collège qui a un programme de sport également particulier, dans lequel nos élèves vont avoir 6 périodes d'éducation physique par horaire 9 jours au moment où on se parle. Donc, c'est déjà très physique, le programme. C'est déjà très physique. Et il y a beaucoup également de sports particuliers qu'on fait à l'intérieur. Exemple, tous nos élèves de secondaire 4 et 5 sont formés en plongée sous-marine. Ce qui est peu commun au Québec à l'heure actuelle. Oui, absolument. Il y a beaucoup de... tous nos élèves de secondaire 4 et 5 vont être également formés en RCR et en premiers soins. Et on va leur faire découvrir une multitude de sports qu'ils ne découvriraient pas autrement. Exemple, ils vont faire des sports de combat, on va faire de l'entraînement physique, on va faire des sports collectifs également qui ne sont pas des sports communs, comme le ballon sur glace, par exemple. Alors, est-ce que c'est une institution privée ou publique? C'est une institution privée. Oui. Et il y a aussi un autre pôle qui est celui de la culture, au Collège Laval. Oui, un autre pôle important avec notre théâtre Marcelin Champagnat, qui est une salle de spectacle qui reçoit beaucoup de spectacles. Et l'école également développe de plus en plus un pôle culturel également, musical également. Alors, on peut aller faire des dons. Hein? Je pense que si on va sur Fondation des Étoiles et on va sur événements, on va voir qu'il y a un endroit où faire des dons en ligne. Faire des dons, exactement. Dépasser l'objectif de 8 000 c'est quand même pour la recherche pédiatrique. Oui. Et alors, on a le temps d'ici le 3 décembre. C'est ça. Alors, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Yann. Merci Camille. Et je vous souhaite une sacrée belle journée le 3 décembre. Merci beaucoup à vous. Merci. OK, aujourd'hui, j'ai mal à tête, épaules, genoux, orteils. J'ai mal partout. Alors, je suis au 90 boulevard de la Concorde, au Physiomédic, et j'ai quelqu'un qui va pouvoir me donner un coup de main. Bonjour, Estelle. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi aujourd'hui qui a mal tête, épaules, genoux, orteils? Bien, normalement, on commence par cibler au moins une région parce que tout faire dans l'espace d'une heure, c'est peut-être un peu trop. OK, mais mettons que j'ai mal au dos. Bon, si vous avez mal au dos, vous avez plusieurs options chez Physiomédic. On a de la massothérapie, de la physiothérapie, de l'acupuncture, de l'ostéo ou de la kinésiologie. On va faire une évaluation ensemble, on va regarder qu'est-ce qui serait la meilleure option pour votre problème à vous. OK, là, vous avez vu, moi, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe. Vous êtes capable de m'accueillir le matin, j'ai un rendez-vous dans la même journée? Si vous arrivez le matin, en fait, vous seriez mieux d'appeler pour ne pas vous déplacer pour rien. Si vous appelez le matin, normalement, on devrait avoir des places dans la journée. Sinon, c'est le lendemain. Il y a toujours une place très, très rapidement si vous êtes libre. D'accord. Puis c'est nouveau, là. On n'était pas ici avant. Ça fait 1 an qu'on est dans nos nouveaux locaux. Il y a 1 an, on était à 2 coins de rue, un petit peu plus à l'est. Mais maintenant qu'on est ici, les nouveaux sont tout neufs, tout beaux et prêts à vous accueillir. Okay. Puis avant, ça fait combien de temps que vous êtes ouvert au juste? Physiomédic, ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près une 15aine d'années. Mais l'équipe qu'on est présentement, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que Sylvie, que vous allez rencontrer tout à l'heure, m'endure, malgré mes défauts. Et à chaque année, au début, on a commencé juste Sylvie et moi, on était juste les deux. Et à toutes les années, on a greffé 1 ou 2 personnes supplémentaires pour offrir des services plus diversifiés et plus complets. Et là, ce que je comprends aussi, c'est que vous ne faites pas juste de la physio, là. Toi, Estelle, tu ne fais pas juste de la physio. Sylvie, vous faites pas juste... Vous avez plus qu'une corde à votre arc, là. Oui, bien en fait, chacune, on souffre de dédoublement de personnalité. Bon, moi, je suis physio et kinésiologue. Sylvie est technicienne en physio et elle fait ses cours d'ostéopathie. Marie-Philippe, une autre de nos employés aussi, est technicienne et ostéo. On a une autre qui est physio et kinésiologue. Alors, oui, on a tout le monde 2 champs d'expertise, ce qui fait en sorte qu'on peut voir votre problématique un petit peu plus d'un plus grand angle.
Estelle, quelle sorte de traitement vous offrez au juste? En fait, ce qu'on veut, c'est offrir les traitements le plus haut de gamme possible, le plus de luxe. Fait que dans un traitement de physiothérapie, vous avez votre thérapeute avec vous 45 minutes. Votre thérapeute ne se promènera pas entre deux personnes pour l'heure. Il était avec vous 45 minutes et le 15 minutes restant, on choisit la modalité qui vous convient, chaud, froid, pierre chaude ou même l'électrothérapie, là, les machinaux qu'on a, TENS, ultrasons, laser et autres. Là. Fait qu'on on va installer la machine qui vous convient. Mais le thérapeute reste vraiment avec vous le 45 minutes complet. Puis si c'est pas juste en physio à ce moment-là, là, dans ton cas avec toi, Estelle, on va utiliser la physio puis la kiné, c'est ça? Oui, effectivement. Fait qu'avec moi, si par exemple, je vois qu'en fait, c'est plus un manque de force que vous avez, bien, je vais utiliser plus mon côté kiné. Puis là, on va faire 45 minutes d'exercice ensemble, vraiment dirigé pour votre douleur mâchoire, épaule, tête, épaule, genou, orteil. Mais si je vois que c'est beaucoup plus des contractures ou des muscles raides ou des nœuds qu'on appelle souvent, mais là, ça va être beaucoup plus du massage puis la thérapie manuelle qu'on va faire ensemble. Mais vous m'avez, moi, pour 45 minutes. Et ça s'adresse à qui? En fait, à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde qui a mal, dans le fond. Et en fait, on voit même des petits bébés naissants qui ont des torticolis jusqu'à les gens de 80, 100 ans qui font encore du vélo puis qui se font une petite tendinite à une épaule ou à un dos. Fait que n'importe qui a une douleur est le bienvenu puis on va pouvoir l'aider avec ça. Si on répond pas, on n'a aucune idée où c'est quelque chose de médical, on va renvoyer au médical. Fait que les gens ne soient pas inquiets. Là. Si les gens viennent ici et qu'ils n'ont pas de prescription médicale, on va pouvoir leur dire oui, c'est un bobo de physio ou kin ou ostéo, ou non, c'est pas un bobo qu'on peut traiter. Donc, il faudrait aller plus voir le médecin pour avoir des investigations supplémentaires, radiographie aussi, et autres. Estelle, on disait que c'était très accessible, mais ton site Internet aussi, très bien fait. Donc, moi, je me présente... Au 90 boulevard La Concorde-Est. Sinon, vous pouvez aller voir sur le site Internet. Et d'ailleurs, le tout nouveau site Internet va sortir la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après. Là, ça s'en vient avec des vidéos, des images. Ça, c'est au www.physiomedic.ca. Merci, Estelle. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes travailleur autonome à temps plein dans le domaine culturel ou êtes artiste. Notre prochaine invitée vous cherche avec son conseil régional de la culture de Laval. Elle est directrice générale, Marianne Coineau. Bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour. Le conseil régional de la culture de Laval a été constitué le 1er décembre 2014. Vous avez été élue directrice générale le 27 avril, Oui. C'est bien ça? Et vous avez eu votre première AGA le 15 juin. Le CRCL, est-ce qu'il rentre, est-ce qu'il marche ou il court en ce moment? Oui, il court. On a des gros chantiers qui s'amorcent actuellement. C'est vrai qu'on a un jeune organisme, comme vous le disiez, fondé en décembre 2014, mais on a déjà entamé de gros chantiers pour cette année, dont le recensement dont vous venez de parler. Justement, ce recensement, on va y arriver, mais ça sert à quoi, le Conseil régional de la culture de Laval? Votre mandat à vous, c'est quoi? Alors, c'est vraiment important. Il faut savoir que dans toutes les régions du Québec, à part à Laval et dans le nord du Québec, il existe un conseil régional de la culture qui est là pour représenter les acteurs culturels, pour également relayer les gros enjeux qui concernent le secteur en région. Donc, un conseil régional de la culture est là pour représenter les acteurs, est là pour fédérer également tous ces acteurs et faire en sorte que les dossiers importants, les enjeux importants soient amenés auprès des décideurs publics, etc. On travaille avec la municipalité, notamment la nouvelle administration municipale, à faire en sorte que les investissements publics en matière de culture s'accroissent avec le temps. Justement, ça a l'air de quoi, les investissements en culture à Laval? Il y a un gros retard qui a été pris au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une administration qui souhaite vraiment faire de la culture un moteur de développement social et économique, donc qui est là vraiment en appui et qui désire s'impliquer. D'ailleurs, le Conseil régional de la culture a été vraiment soutenu dès son démarrage par la municipalité, qui a été partie prenante pour fonder le Conseil. Là, dans votre démarche, le recensement des artistes ou des travailleurs de ce domaine, il va servir à quoi? Alors en fait, on vient d'être créé et l'important aujourd'hui pour nous et pour l'ensemble du secteur, c'est de pouvoir réaliser, de pouvoir dresser un portrait culturel qui soit actuel, qui soit fiable et juste. Donc on s'engage vers de nombreuses consultations, on va réaliser un diagnostic
Et pour réaliser ce portrait, évidemment, il nous faut dans un premier temps, c'est presque un préalable, faire ce recensement pour savoir combien avons-nous d'artistes sur le territoire de Laval qui habitent Laval, combien de travailleurs culturels œuvrent à Laval actuellement. Donc, c'est un préalable très important. C'est une cartographie, si on veut. Vraiment, on va documenter déjà le nombre d'artistes, le nombre de travailleurs culturels, essayer de documenter par rapport à ces publics-là, les organismes aussi. Mais là, je dirais qu'on a une idée plus précise des organismes qui sont implantés à Laval. Mais par la suite, on va sonder, consulter l'ensemble de ce milieu. Donc, le recensement, ça va nous servir aussi à communiquer avec l'ensemble des acteurs lors des consultations. Puisque je travaille à Laval et que je suis un artiste, Oui. la communication, c'est aussi dans le domaine des arts. Tout à fait. J'ai rempli votre questionnaire. Parfait. La seule chose que je n'ai pas trouvée, c'est, vous ne m'avez pas posé la question, quelle est ma fourchette de salaire? Alors, oui. Voyez-vous quoi? Et pour moi, je me suis dit, c'est dommage parce que ça manque, parce que c'est un levier économique, la culture. Pourquoi vous ne m'avez pas posé cette question-là? Alors, là, c'est parce que vous allez un petit peu trop vite pour nous. Dans un premier temps, le recensement ne cherche pas à aller documenter différents éléments, dont votre salaire. Le recensement vise à identifier les personnes pour ensuite les sonder. Donc, comme je vous le disais, dès l'hiver, on va avoir des sondages en ligne. OK, donc où là, c'est une base de données. C'est une base de données OK. où on va pouvoir déjà savoir qui est sur le territoire et on va pouvoir vous approcher parce que vous nous avez certainement donné votre courriel, votre adresse. Donc là, on va pouvoir vous consulter, vous envoyer des courriels où on va vous dire remplissez le sondage et là, je peux vous dire que votre salaire, notamment, va vous être demandé, mais bien d'autres choses d'ailleurs. OK. Maintenant, une fois qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on fait pour remplir justement ce sondage-là? Moi, j'ai eu un lien sur ma documentation. Oui. Il n'est pas évident à trouver. OK. Alors, il faut aller par... Alors, on va y aller par Facebook actuellement parce que le Conseil est jeune, donc on n'a pas encore de site web. OK. Ça va venir durant l'hiver. C'est un des chantiers qu'on amorce. Donc, pour le moment, le plus simple, c'est d'aller sur la page Facebook du Conseil régional de la culture de Laval. Vous rentrez ces coordonnées-là. Vous allez tomber sur notre page Facebook et tout en haut, vous allez voir en première tête de liste le recensement et vous allez cliquer sur le lien qui va vous amener vers un sondage en ligne. Vous l'avez vu, en 2-3 minutes, c'est complété parce Absolument. que pour l'instant, on documente juste votre nom, votre adresse. Alors, c'est sûr qu'on va se revoir. Oui, certain, Avec, dans le cadre du diagnostic. Bien sûr. Oui, pour les consultations, on fera appel à vous pour diffuser largement l'information. Marianne, merci beaucoup. On se revoit avec justement les conclusions et les démarches de ce Conseil régional de la culture de Laval. Avec grand Merci plaisir, beaucoup. merci. Le nouveau James Bond, tant attendu avec Daniel Craig et Monica Bellucci, est enfin à l'affiche. Nicolas Vincent Poirier, tu nous parles de Spectre, qui est le titre du 24e film de James Bond. Oui, tout à fait. Et tu m'as dit tantôt que toi, tu n'as jamais vu aucun James Bond. Oui, j'ai un peu honte de le dire, mais je n'ai jamais vu aucun des 24 films de James Bond. Mais tu connais un peu mon style, Nicolas. Tu sais que des films de poursuite d'auto, puis d'explosion, puis de... Oh, c'est tellement pas mon genre. Puis ça rentre dans les stéréotypes un peu. James Bond qui se prend au sérieux. Je suis pas capable. C'est sûr que James Bond a une formule, et tu sais, c'est la plus longue franchise de l'histoire du cinéma. Le 24e film. Si tu n'en as pas vu, moi, je te conseille Casino Royale. OK, parce que je commence pas par lui, hein? Tu commences... Non, pas par celui-là, parce que c'est comme... c'est la suite de tous les films avec Daniel Craig. Il y a une certaine continuité dans tous ces films-là. Donc, commence par Casino Royale. Et si, à partir de là, tu te rends compte que non, tu ne l'aimes pas, ce film-là, bien... J'abandonne le projet. Abandonne le projet. Mais pour ce qui est de celui-là, Spectre, c'est loin d'être le meilleur de la franchise. Et le problème, c'est que le film est beaucoup trop long. On parle quand même de 148 minutes, c'est 2 heures, mon Dieu. Passer 2 heures. Déjà, passer 2 heures, c'est long. C'est extrêmement long. Et aussi, ce film-là, il faut se rappeler, en 2012, Skyfall, c'était vraiment excellent comme film. Donc, c'est sûr qu'il va être comparé, un peu Spectre, va être comparé à Skyfall. Donc, ce film-là, pourtant, ça devrait être tellement spectaculaire parce que c'est le 2e film qui a coûté le plus cher dans l'histoire du cinéma. Oui, on n'est pas tout à fait sûr. On parle... Il y en a qui disent que le film a coûté 250 millions et il y en a d'autres qui disent que le budget peut s'élever même jusqu'à 345 millions. Il n'y avait pas d'excuse pour que ça soit mauvais, là. Bien, l'action, elle est bonne, mais l'action, il n'y en a quand même pas tant que ça.
Elle est bonne quand elle arrive. Les cascades, c'est ce qui fait la magie des films James Bond. À mon avis, à moi, les cascades, c'est vrai. Et la première du début, moi, je la trouve vraiment cool. Mais le problème là-dedans, c'est ça, c'est qu'à 148 minutes, un budget de 345 millions, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que Skyfall? Eh bien là, ils ont trouvé, les scénaristes ont trouvé la bonne idée, dans le fond, la mauvaise idée, de trouver toute l'espèce d'organisation secrète. Depuis que Daniel Craig est là, on comprend qu'il y a quelque chose de plus gros qui se passe. Là, dans le premier Casino Royale, il y a le chiffre qui est méchant, il y a Mr. White qui est comme au-dessus de lui un peu. On comprend qu'il y a quelque chose de plus gros. Et là, tout est révélé dans celui-là. Une partie du passé de James Bond est révélée aussi. Et là, on se dit comme, mais pour de vrai, depuis Casino Royale, tout ça arrive à ça? C'est ça, c'est tout? Ah. Déception. C'est le quatrième. Oui, c'est ça, c'est le quatrième avec Daniel Craig. Son dernier? Oui, on n'est pas sûr encore. On n'est pas sûr. Peut-être qu'il va revenir, mais c'est que un des problèmes avec le rôle de James Bond, c'est que c'est très demandant physiquement. Il doit commencer à s'entraîner des mois avant le tournage. Il fait il fait certaines cascades aussi, donc il doit être quand même très en forme. Et lui, Daniel Craig, c'est pas quelque chose qui l'intéresse vraiment de poursuivre, mais je suis sûr qu'avec quelques millions de plus, il tout va être... s'achète dans la vie. Exactement, tout s'achète. D'ailleurs, dans ce film-là, il y a beaucoup de publicité aussi. James Bond boit encore de la Heineken. D'ailleurs, au mois de septembre passé, il y a une grosse publicité qui est sortie sur YouTube avec Heineken, une poursuite en bateau avec James Bond, une publicité très bien faite. Et pour la suite, qu'est-ce qui va arriver avec James Bond? Il y a des rumeurs comme quoi, James Bond pourrait être une femme, pourrait être noire. Toutes les possibilités sont là. Une femme. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Il y a un acteur britannique, je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, Idris Elba, qui est considéré pour le rôle de James Bond. Et moi, je trouve que ce serait une très bonne idée qu'il puisse interpréter le rôle de James Bond. Ça donnerait un petit quelque chose de plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Daniel Craig est arrivé en 2006, tout le monde chialait. Ben non, James Bond, ça ne peut pas être un blond aux yeux bleus. Ça n'a pas de sens. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y en a beaucoup qui le considèrent comme le meilleur James Bond tout de suite après Sean Connery. Donc, il faut détruire les stéréotypes de James Bond. Mais quand même, ça serait Jane Bond ou... Pour ce qui est... Il y a quand même une rumeur que James Bond pourrait être une femme, puis je pense que ça serait peut-être pas la meilleure idée du monde. Et celui qui interprète le méchant dans le film Spectre, Christophe Waltz... Un de mes acteurs préférés. Je le trouve tellement bon. Qui est très... Il essaie de faire du mieux qu'il peut dans ce film-là, je pense. Il n'y a pas une très bonne performance dans Spectre. Il est très limité. Je pense qu'il a été avec ce qu'on lui a dit de faire, puis c'était très... C'était très limité. Il était Mettons peut-être brimé dans son expression. Il y a eu des meilleurs rôles, disons. Mais lui, dans une entrevue, il a dit que James Bond devienne une femme, c'est comme aussi logique que si Dave Bautista, qui interprète les gros bras dans ce film-là, jouerait le rôle de Catwoman à un moment donné. Tu sais, ça a comme autant de logique. Mais que Daniel Craig change, que ce soit quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Mais depuis qu'il est là, la franchise James Bond, écoute, Skyfall, il y a eu 1,1 milliard au box-office. Mais lui, ça va bien, là, justement en terminant, parce qu'on n'a plus de temps. 296 millions en dedans de quelques jours. Parce qu'ils doivent faire 600 millions, là, à peu près, s'ils veulent rentrer dans leur argent. 500, 600 millions. À peu près. Je suis pas mal sûr qu'ils vont y arriver. Est-ce qu'ils vont arriver à 1,1 milliard? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, allez-y si vous aimez ce genre de film. Merci, Nicolas. Ça fait le tour de notre émission pour cette semaine. Vous aimeriez que l'on parle de votre événement, de votre entreprise ou de votre association? Voici les différentes façons pour entrer en contact avec l'équipe de Laval et compagnie. Tout d'abord, par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@commercialtvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Merci à tous les invités qui se sont déplacés en studio et de même qu'à notre équipe de chroniqueurs et également à l'équipe de réalisation et de production de cette émission. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ceux qui la gardent vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Soigne ton rhume, toi. Ah oui, c'est une sinusite. C'est la vie dure. C'est le fun, ça. Ouais. On vous souhaite une bonne semaine puis on vous invite à la prochaine. Faites attention à vous, là. Oh oui, vraiment, c'est le temps, là. Hein? Oui.